Le pire est arrivé. Vous voyez comment les Occidentaux commencent à vraiment nous influencer. Je viens de lire qu'en Zambie, désormais en Zambie, la culture du cannabis est autorisée. Cannabis, c'est encore, c'est quoi? Cannabis, c'est la marijuana. Ou comme j'aime l'appeler, la marijuana. Marijuana maintenant est autorisée. Tu peux cultiver marijuana. Famille yo. Steven Kapiongo, le ministre de l'Intérieur zambien, il a fait la révélation cette semaine. Il a dit que non, les lois zambiennes maintenant autorisent la culture du cannabis médicinal. Mais à condition que les demandeurs possèdent une licence du ministère de la Santé. Voilà. Pour certains, comme par exemple l'Assemblée des médecins de la Zambie, c'est un premier pas pour la victoire. Ils disent que, ah non, vraiment, nous sommes contents. Nos patients vraiment qui souffrent là, vraiment, ils pourront utiliser la marijuana comme vraiment un soulagement pour leur douleur. D'autres patients qui sont par exemple atteints du cancer, épilepsie, ça va vraiment les aider. D'autres aussi trouvent des avantages économiques. Famille, je ne savais même pas qu'il y avait des avantages économiques avec marijuana. Marijuana, elle que tout le monde haïssait. Les gens ne voulaient même pas entendre de marijuana avant. Les gens disaient que marijuana, elle est infidèle. Elle est infidèle, elle fait ceci, elle fait cela. Maintenant tout le monde commence à dire non, marijuana est bonne, non, elle est bien. Les gens disent que économiquement, marijuana permet à l'État de diminuer les frais liés à la lutte contre la drogue. Donc au lieu que l'État passe le temps ou perde son temps à poursuivre les gens qui prennent, maintenant là, l'État pourra conserver cet argent pour d'autres choses. Et si on commence à considérer marijuana comme le tabac ou l'alcool, ça veut dire que marijuana peut être taxé, ce qui permet donc de faire de bonnes recettes. Marijuana, que tout le monde haïssait. Bon. Le gouvernement zambien n'a pas encore parlé des mesures qu'il va prendre pour se rassurer que cette légalisation du cannabis pour des fins médicales soit vraiment bien respectée, que les gens ne vont pas abuser, que ne vont pas commencer à faire du commerce. Donc, quand il s'agit des mesures, on ne sait pas encore et le gouvernement n'a pas encore dit. Mais les gens disent que l'idéal serait que la culture de la plante revienne à l'État pour un meilleur contrôle. Les gens veulent vraiment que ce soit l'État qui soit là en train de cultiver ça, comme ça si tu viens avec des besoins, on te donne. Mais pour l'État dit que non, nous on préférait que les gens cultivent ça eux-mêmes pour leurs propres besoins, comme ça à minuit si tu as besoin de ça. Hey, famille, réjouissez-vous avec moi parce que tonton Boari est finalement de retour. Le président nigérian, tonton Mamadou Boari, est de retour. Je vous disais ici plusieurs fois que tonton Boari, depuis longtemps, il est parti à Londres, il ne veut plus revenir. Il était absent depuis le 19 janvier 2017. C'est combien? Presque 2 mois. Il était parti d'abord pour repos. Après repos, il y a qu'à traitement. Traitement, il y a qu'à je reviendrai la semaine prochaine. Non, je reviendrai l'autre semaine. Non. Mais il est revenu finalement le vendredi 10 mars. Il a fait savoir au peuple nigérian que bien que je suis de retour, mais je ne pourrai pas reprendre mes fonctions en tant que président. Donc le vice-président, tonton Yemi Osinbajo, il continuera à gouverner le pays pendant que moi, je viens me reposer un peu. Il a aussi maigri, hein? Il a aussi précisé qu'il pourrait avoir besoin de suivi médical dans les prochaines semaines. Donc, ne soyez pas étonnés si vous entendez encore qu'il est reparti à Londres. Tu as du monde. Mais, cependant, il n'a pas révélé la nature de sa maladie. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il n'a pas dit ça écoutez, voici ce qui se passe dans ma vie, tout ça. Vous savez que durant les élections du Nigeria, on critiquait le président en disant que
Le monsieur là qui est déjà comme ça là près du tombeau, est-ce qu'il pourra gouverner? Les gens avaient beaucoup parlé de son état physique, de l'âge. Les gens disaient que La femme de John, Goodluck aura raison. elle avait même incité le Tito qui est déjà vieux comme ça. Est-ce que tu vas gouverner? Elle aura raison. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Je ne dis pas qu'il ne doit pas être malade, tout ça là, mais je dis seulement que 3 points de suspension. Donc, ce que je veux vous dire, famille, ce que je peux vous dire, c'est que durant son absence, moi j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup de Nigérians étaient satisfaits vraiment de la façon de gouverner du vice-président Tonton Yemi Osinbajo. Parce que Tonton Osinbajo, le vice-président, durant l'absence de Buhari, il a signé un accord de négociation avec les groupes rebelles de la région pétrolière du delta du Niger. Si vous vous souvenez, les rebelles là ont fait beaucoup de dégâts au Nigeria. Les gens comme Shell, tout ça là, toutes les compagnies pétrolières là ne voulaient même plus travailler au Nigeria à cause de ces rebelles là. Mais Tonton Osinbajo a su comment apaiser ces rebelles là. Et non seulement ça, le vice-président a aussi mis en place un nouveau plan économique pour tenter de sortir le Nigeria de la crise économique. Ça c'est bon ça. Famille, vous et moi, on sent déjà ce qui est en train de venir au Nigeria. Je ne sais pas si vous sentez, mais moi je sens déjà ce qui est en train de venir au Nigeria. Je ne vais rien dire, mais je dis seulement que je sens déjà la nourriture. Je sens déjà ce qui est en train de venir au Nigeria. Vous avez entendu ça de ma bouche? Quand je dis qu'il y a quelque chose de mystique dans le football, vous ne me croyez pas. Vous dites que non, Rose, tu aimes mettre les fétiches n'importe où. Quand tu vois n'importe quelle sauce que tu vois, tu dis il y a sorcellerie dedans. Tout ce que je peux dire, c'est que je n'entends jamais parler des histoires comme ça dans le tennis, rugby, tout ça là, c'est toujours le foot. Cette semaine, la rencontre Paris Saint-Germain-Barcelone en match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions a été l'origine d'un meurtre. Pas en France, pas en Espagne, pas même en Europe, mais au Gabon. Durant la Coupe d'Afrique, les gens n'ont pas fait ça. Mais attendez, je vais vous expliquer, ne paniquez pas. Laissez-moi vous expliquer doucement. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune homme de 18 ans seulement, fanatique du Paris Saint-Germain, il a assassiné son ami qui se moquait de la défaite du club face à la Barcelone. J'admets que le score vraiment était déplorable. C'était même humiliant. 6-1. C'est vraiment un score vraiment... Mais jusqu'à tuer l'autre. C'est ça. Vraiment, famille, vous avez entendu que quelqu'un a tué quelqu'un, une autre personne, quand il a vu que Serena Williams au tennis a battu Maria Sharapova ou Sharapova. J'ai jamais entendu parler de ça. Toujours au foot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux amis sont partis au bar. Ensemble, bien, tout ça là, il n'y avait pas de problème. D'après les témoignages, on les a vus, ils commençaient un peu à boire, un peu beaucoup la bière. Donc ils suivaient le match. Mais on a commencé à voir 1 but, 2, 3, 4, 5, 6. Paris Saint-Germain n'a rien fait. À la fin du match, l'ami a commencé à se moquer de son autre ami. Baloubach, terrain, il y a Benubeni, match, il y a Benubeni, Touloubachi, Touloubachi, Touloubachi. L'autre a dit écoute, ça suffit. Mais l'ami n'a pas voulu, il a continué à se moquer, jusqu'à ce que l'assassin puisse en avoir marre. Il a pris le couteau qu'il avait avec lui. Donc il se balade avec le couteau. Je sais même pas pourquoi il se balade avec le couteau. Et il a poignardé. À combien de reprises? Oh là 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 là. Donc il n'y a même pas de chance que son ami allait survivre. Non, ici là, bah. On a poignardé. Le sport est mystique des... On a poignardé. Les gens qui meurent sur le terrain, les gens... Ça me fout quoi. Quand on a arrêté, regardez même la photo du garçon, un jeune garçon comme ça qui avait de l'avenir. Regardez sa photo, un jeune comme ça qui avait de l'avenir, mais maintenant il est en tôle. L'assassin a admis, il a dit que vraiment
je veux confesser, je n'avais pas du tout l'intention de le tuer. C'est Satan qui l'a Mais utilisé. le problème, c'est que Satan. mon ami commençait seulement à se moquer de moi, Comme j'avais la colère, là, Paris Saint-Germain m'a humilié. Donc, c'était le premier réflexe. Donc, moi, je vous ai dit, famille, il y a quelque chose de mystique dans le foot. Détournement de fonds publics, association de malfaiteurs, faux et usage de faux, Khalifa Sall, le maire de Dakar, a été placé en détention avec 6 de ses collaborateurs. Les événements se sont accélérés pour lui quelques jours seulement après l'annonce de l'ouverture d'une information judiciaire. Entre 2011 et 2015, ce dernier aurait détourné près de 3 millions de dollars de fonds publics. Une somme colossale que les avocats du suspect affirment avoir été utilisée pour aider les plus démunis. Mais ces arguments n'ont pas su convaincre le juge d'instruction. Le maire passera donc pour l'instant ses nuits en prison. Mais ses avocats crient au complot car sa supposée générosité va lui coûter cher. En effet, cette inculpation risque de compromettre les espoirs politiques de Khalifa Sall, lui qui se préparait déjà pour les prochaines élections législatives et présidentielles, prévues respectivement en juillet de cette année et en février 2019. Ce qu'il faut rappeler, il veut nous mettre en mal avec les personnes démunies de ce pays. Il dit qu'avec ses 30 millions de francs par mois, il a aidé des malades, il a aidé des sinistrés. Où sont passés les 850 millions dédiés aux secours et indigents dans le budget annuel de la mairie de Dakar? Où sont passés les 20 millions dédiés aux secours et aux sinistres? Où sont passés les 350 millions dédiés aux subventions et associations sportives et culturelles? Où sont passés les 200 millions dédiés aux lieux de culte? Où sont passés les 1,270 milliard dédiés aux étudiants sous forme de bourse? L'opposition qui devrait dénoncer ces genres d'activités est en train de se battre pour justifier le contraire. Il y a de quoi se poser les vraies questions par rapport à notre société. Une personne qui a été incriminée, une personne qui a été accusée, une personne qui est poursuivie sur ces faits ne peut bénéficier de la sympathie du Sénégalais. Même si on est humain et qu'on est croyant, on peut compatir individuellement, mais il s'agit des ressources publiques. La décision a été prise. La décision de prendre Khalifa Sall et de les mettre sous les liens de la détention a été prise. Depuis un certain temps, nous sommes en train de voir. Quand M. le procureur a communiqué, déjà on a compris le stratagème. On a compris la même chose qu'avec Karim Wade, quoi. Quand on veut tuer son chien, on va l'accuser de rage, quoi. C'est une communication qui est destinée à l'opinion publique ignorante, quoi. Cette partie de la population qui ne peut pas comprendre les fonds politiques, la caisse d'avance et autres là. En réalité, c'est un stratagème pour éliminer un adversaire politique, quoi. Amenons à la guerre comme à la guerre, hein. Les gens ne se battent qu'avec les armes dont ils disposent. La violence légitime est du ressort de l'État, mais il l'exerce à notre nom, à notre nom à tous, parce que l'État c'est nous tous, quoi. Quand on a pris Macky Sall, qu'on l'a nommé là, on l'a désigné président de la République du Sénégal, parce qu'il devait incarner beaucoup de choses. On ne devait plus retrouver les mêmes comportements, n'est-ce pas, que d'antan. Aujourd'hui avec Macky Sall, c'est la déception, n'est-ce pas? Il fait pire que Wade. Wade, au moins, il a laissé libre cours à la compétition démocratique, ce qui a créé les conditions que Macky remplace Wade. Cette semaine-ci encore, il y a eu une autre mort. Cette fois-ci, c'est tonton Abdelatif Merdas, député de l'Union constitutionnelle au Maroc, qui a été tué mardi soir 7 mars, non loin de son domicile famille. Il était plus dans sa voiture. Je ne sais pas s'il sortait de la maison ou il rentrait à la maison, mais c'est là où les gens, on est venu l'abattre. Chari au Chari, les policiers ont retrouvé son corps inanimé à l'intérieur de sa voiture et il a reçu 3 coups de feu tirés d'un fusil de chasse. Oh, c'est pas un professionnel qui l'a tué. Fusil de chasse. Selon la police, les premiers éléments de l'enquête ont permis de recueillir des preuves matérielles de l'implication présumée d'un individu originaire de la ville de Ben Hamed qui n'est pas loin de Casablanca. Donc cette semaine, on a arrêté le soi-disant assassin. D'abord, il faut féliciter les gens qui ont fait l'enquête parce que je sais que
Je ne veux pas citer les noms, mais je sais que dans certaines nations, il y a des enquêtes qui n'auraient jamais abouti. On aurait toujours dit qu'on va faire des enquêtes. Enquête là, ça fait 4 ans. Les gens, on n'a jamais trouvé l'assassin. Mais dans d'autres pays, ils prennent les enquêtes au sérieux. N'est-ce pas? Donc, le présumé coupable est un jeune de 27 ans. Moi, je dis ça, il n'est pas professionnel. Tu veux utiliser un fusil de chasse? Les jeunes maintenant sont dans les business de tuer. Hey. Donc le jeune de 27 ans, dit-on qu'il avait déjà commencé à menacer la victime depuis longtemps. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce cas-là, le meurtre, c'était un cas politique, que c'était des politiciens qui voulaient tuer tonton Abdelatif. Non, d'après ce que la police a dit, c'est que ce jeune homme-là avait des différends avec le défunt. Donc ça, c'est sûrement des règlements de compte. Quand la police l'a interpellé à son domicile, la police a trouvé 2 armes de chasse et des cartouches semblables à celles qui étaient utilisées lors de l'homicide. C'est navrant, vraiment. C'est navrant, hein? Les jeunes d'aujourd'hui n'encouragent plus. Famille, laissez-moi vous présenter la RDC dont on ne parle pas souvent. Les médias sont mauvais. Chaque fois qu'ils parlent de la RDC, on dit que il y a eu des tueries ici. Voici ce qui s'est passé là-bas. Voilà ici, Kabila fait ceci. Politique. Et dans la tête des gens, la majorité, quand on parle, même les Congolais de la RDC, même ils disent notre pays, il n'y a aucun espoir. Donc dans la tête de tout le monde, on se dit que la RDC, vraiment, c'est un pays qu'il faut éviter. C'est-à-dire, si tu vaut mieux aller dans d'autres pays en Afrique. Alors que il y a de grands développements en ce moment-ci qui sont en train de se dérouler en RDC. Personne n'en parle. Si ce n'est pas récemment, moi j'ai découvert que l'émission Réussite de Canal+ a voulu vraiment mettre en vigueur ce développement-là et montrer que non, la RDC, il y a aussi des points positifs. Le parc de Bukanza Lonzo, situé non loin de Kinshasa, est en train de prendre forme. Vous allez vous dire, parc de quoi? Parc de Bukanza Lonzo. Laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe en RDC en ce moment-ci? Donc la RDC en ce moment-ci, à 80% des céréales en RDC viennent de l'étranger, importation. Maintenant, ce parc de Bukanza Lonzo, c'est un parc agro-industriel qui doit aider la RDC à se rapprocher d'un seul objectif, l'autosuffisance alimentaire. Autosuffisance alimentaire, c'est l'objectif de ce parc agro-industriel en RDC. Je ne vais pas trop parler. C'est quoi? Dans cette ferme, le maïs récolté est séché et rapidement conditionné sur place, en très grosse quantité. Les camions viennent ici, on charge et puis ça part à Kinshasa. Par semaine, on envoie quelque chose de 250 tonnes à Kinshasa. Des centaines de tonnes de céréales hebdomadaires et le projet n'en est qu'à sa première étape. À terme, la cité agricole devrait produire 10% de la production du pays, rien qu'en maïs. Pour écouler cette production gigantesque, le site a ses propres points de vente dans la capitale congolaise. Ici, pas de grossistes ou de revendeurs, le maïs est vendu en direct aux particuliers. Oui, on achète les maïs ici de Bukanga Lonzo pour préparer les foufous. Ça marche très bien. C'est la raison pour laquelle même nous avons au moins 4 à 5 livraisons par semaine. La recette de ce succès, du maïs local, donc peu de frais de transport et pas d'intermédiaire dans les circuits de distribution. Résultat, des produits 10% moins chers que les céréales concurrentes. Nos prix sont des prix le plus imbattables par rapport à nos concurrents. Des concurrents souvent étrangers. 80% des céréales congolaises sont importées. L'objectif de Bukanga Lonzo, c'est justement de pouvoir nourrir le pays et ses 67 millions d'habitants. À l'origine de ce projet inédit, le gouvernement congolais.
En s'affranchissant des importations, l'État espère atteindre l'autosuffisance et acquérir son indépendance alimentaire. En fait, tout est parti d'une réflexion basée sur le volume d'importation que le pays fait chaque année. Nous importons pour 1,5 milliard de dollars chaque année des nourritures seulement. Alors, la RDC a visé grand. Elle a choisi de créer de toutes pièces une ville nouvelle, entièrement dirigée vers l'industrie agroalimentaire. Il y aura la zone de production où l'agriculture proprement dite va se faire, donc la production de tout ce qui est graines, maïs, soja, etc. Mais il y aura aussi l'élevage des poules, des porcs et même la pisciculture. Et un peu plus loin, vous aurez la zone industrielle. C'est là où ça va se faire la transformation de tout ce qui est produit. Et vous aurez la zone résidentielle parce que sur un site de 75 000 hectares, vous conviendrez avec moi qu'il y aura beaucoup de gens qui vont aller habiter là-bas. Des cultures, des usines de transformation, une zone résidentielle. Et pour accueillir ces nouveaux habitants, des hôpitaux, des écoles ou encore des centres commerciaux. Coût total du projet, 47 milliards de francs CFA, grâce à un mode de financement unique en Afrique pour une ferme, un partenariat public-privé. À Bukanga Lonzo, c'est une société sud-africaine qui a été choisie pour exploiter la ferme. José Deméline est le directeur général de cette entreprise. Son atout, c'est une expertise dans l'agroalimentaire et un parc d'engins spécialisés dernier cri. En échange, dans le contrat signé avec l'État congolais, la firme sud-africaine s'est engagée à employer plusieurs centaines de salariés locaux et à leur transmettre son savoir-faire. Rodrigue, j'ai besoin de quelqu'un pour tirer sur la bâche. Wislon Nakoudia est l'un des instructeurs. Il donne ses consignes en anglais. Dis-leur de bien tirer de ce côté. Au début, le travail était assez lent parce qu'il a fallu que je leur enseigne tous les rudiments. Mais maintenant, on va même plus vite que ce à quoi je m'attendais. Et d'ici quelques mois, tous les superviseurs ne seront plus sud-africains mais congolais. En plus de la ressource humaine, l'autre défi de Bukanga Lonzo, ce sont les infrastructures. Les travaux devraient s'achever en 2021. Mais Bukanga Lonzo n'est qu'un site pilote. L'État espère faire des émules. 22 autres complexes de ce type ont déjà été planifiés. Pour atteindre son objectif d'autosuffisance alimentaire, l'État prévoit d'y investir plus de 3 000 milliards de francs CFA sur 7 ans. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis et je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps ces dernières semaines de pouvoir écrire, commenter, de nous donner des suggestions, de pouvoir féliciter, des commentaires positifs, négatifs. Merci pour tous et toutes. Ça va vraiment droit au cœur. Moi, Rose Kebele, quand je vous lis, vraiment, laisse tomber les gars là. Merci.